Ah, on est à nouveau dans cette magnifique salle Foucault du Clou et son tramway légendaire. Et on reçoit Riri, l'internaute de choc. voilà, et son magnifique sweatshirt. Je m'en bats les couilles. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de l'intégrale de Dirichlet. Oui. Pour la découvrir un peu et une approche de détermination de l'intégrale de Dirichlet. Voilà. Alors, voilà le I, déclaré à plus l'infini, unité sur T, dt. Alors la première étape va consister, comme tout concept mathématique, à vérifier que c'est bien défini. Et donc, que I a une valeur. Or, là, on a deux bords, 0 plus l'infini. Du coup, on fait une étude au premier pôle 0, qui présente une singularité en T. Pour ça, on remarque que sinus T sur T, l'intégrande, est équivalente en 0 à T sur T, qui est égal à 1. Comme c'est bien défini, du coup, c'est continu et intégrable sur, alors intégrable, on va dire, sur 0, alors on va mettre petit a positif, par prolongement de l'application sinus T sur T à 0. Le deuxième pôle, c'est en plus l'infini. Alors là, il y a différentes approches pour déterminer la contribution de cette intégrale-là, soit par la règle d'Abel, soit par une intégration par partie, si jamais la leçon dans laquelle on souhaite présenter le développement doit vérifier telle ou telle hypothèse hors domaine. Donc ici, on va faire par intégration par partie. Donc on prend I. Donc du coup, j'ai pris A positif, là. Donc on va prendre de 1 jusqu'à A, avec A supérieur strict à 1, de sinus T sur T dt. Donc, on va avoir dans le bon sens ça, l'intégrale de 1 à A, de 1 sur T carré, cosinus T dt. Donc là, ici, on voit que c'est bien défini, c'est convergent, et cette intégrale-là, que ce soit en 1 ou en A strictement supérieur à 1, ne présente aucun problème d'intégration et est bien convergente. Riemann convergent, quoi. Donc on va dire par convergence ou... Oui, oui. Non, Riemann... Ouais, convergence dominée. Convergente, c'est ce qu'on appelle la convergence dominée. Convergence dominée, ouais. On a plein de choses pour dire que tout va bien. Exactement. Du coup, on en déduit que I est bien défini et a une certaine valeur qu'on va chercher à déterminer en faisant pour ça appel à des amis, chaque fois qu'on veut régler un problème. Donc c'est l'étape 2. Et t'as droit qu'à un appel. Je fais un appel collectif. Alors, on introduit IN qui va de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 de t sur t dt. Et alors c'est vrai que j'ai pas fait les fameuses inverses des agrégatifs. C'est Jn intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 t dt sur
Sinus de t. De toute façon, cette année, il n'y aura qu'un tableau de mètres, donc le transverse des agrégatifs à l'interne, c'est fini. Donc, je demanderai humblement au jury, est-ce que je peux effacer? Voilà. Du coup, ben là, c'est parti. Là, la première étape, c'est toujours pareil, c'est est-ce que c'est bien défini? Donc ici, on remarque, c'est un point qu'on a pour ce calcul des deux intégrales, c'est qu'en fait, le point qui pose question, c'est le pôle en 0, et en pôle en 0, on remarque en fait que sinus 2n plus 1 de t, à la fois sur t en 0, c'est équivalent à 2n plus 1 pour in, et pour jn, c'est équivalent à 2n plus 1 aussi, à 0. Donc, on est rassuré, in et jn, nos amis, sont bien définis. Alors après, on regarde dans quel sens ces deux intégrales peuvent nous aider. Je me souviens. Alors, du coup, première remarque, on peut voir que limite de in quand n tend vers l'infini, c'est notre intégrale de Dirichlet. Pour ça, on voit que si on prend in, c'était t, on opère ici le changement de variable qui consiste à poser 2n plus 1 de t, alors on va appeler u, et qui nous donne 0. 2n plus 1, si je ne dis pas de bêtises, Pi sur 2. pi sur 2, sinus de u, et ici, comme on a dt sur t avec la variable 2n plus 1, on est ramené en fait à du sur u. Et on voit que lorsque n tend vers l'infini, on retrouve bien, alors notre intégrale du Dirichlet du départ. Et le deuxième point, et le troisième avec la définition, on peut remarquer que si on étudie in et jn, on je dirais en même limite. Pour cela, on étudie in moins jn, qui nous faisons une t, facteur, alors on parle de in, donc c'est 1 sur t, moins 1 sur sinus t. Il faut mettre un t devant 2n plus 1. Ça? Devant 2n plus 1. C'est 2n plus 1 t. Ah oui, pardon. Voilà. Donc là, on va s'occuper de la différence entre parenthèses pour vérifier que cette différence d'intégrale est bien définie. Donc on dit que 1 sur t moins 1 sur sinus t, c'est égal à sinus t moins t, le tout sur t fois sinus t. Et ça, c'est équivalent à 0 à moins t cube sur 6 fois 1 sur t carré, donc moins t sur 6. Donc on peut dire, je vais passer ici. Donc on peut dire que en fait,
t qui donne 1 sur t moins 1 sur sinus t est prolongeable en 0. Avec voilà, f. Oui. F de 0 égale 0. Ouais, tu veux dire prolongeable par continuité. Par continuité, oui. Ok. À 0. Donc là, on est parfaitement dans le cadre de ce qu'on appelle le lemme de Riemann-Lebesgue. Cette forme-là, donc là je vais garder f de t, donc on va dire sinus 2n plus 1 dt, où on sait qu'en fait, dans le cadre du lemme de Riemann-Lebesgue, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de t exponentielle ist dt tend vers 0 en plus l'infini, quand s tend vers plus l'infini. Donc ici, en considérant la partie imaginaire de cette intégrale et en utilisant le fait que s est associé à 2n plus 1, donc on vérifie les conditions d'application du lemme de Riemann-Lebesgue, et donc on peut dire que in moins jn tend vers 0 en plus l'infini. Donc in et jn aux mêmes limites. Et dans l'étape suivante, en fait, on va s'intéresser à une des deux amies, c'est-à-dire jn, qui va nous permettre de procéder à cette détermination en constatant que jn est constante. Pour cela, on procède à la différence jn moins jn moins 1, donc qui est intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 de t sur, alors, ouais, on va tout regarder, sinus t moins sinus de 2, comme on a pris n moins 1, donc 2n moins 1 plus 1, donc 2n moins 1 de t sur sinus t dt. Donc là, il faut recourir à notre petite formule de trigonométrie pour constater que sinus de 2n plus 1 de t dt moins sinus de 2n moins 1 de t, c'est égal à sinus de 2n t cos t plus cos 2n t sin t moins sin de t, alors cos t, puisque cos t de moins t c'est pair, plus cosinus de 2t, il y a un petit n qui doit manquer quelque part, 2n, 2n. Alors, on a ces parties-là qui s'annihilent, comme on dit, et on se retrouve avec 2 cosinus 2nt sinus t.
Quand on réapplique cette égalité dans l'intégrande, on a la différence qui devient deux cos 2nt sin t, le tout sur sin t, donc il nous reste 2 cos 2nt dt. Ça, on peut dire que le 2 là, c'est égal à donc la primitive de cos 2nt sinus 2nt sur 2n entre 0 et pi sur 2. Et compte tenu de la... Oui, du fait que sinus... Du fait que le sinus... Sinus pi t égale... périodique, donc en fait on se retrouve avec sinus pi t et sinus 0. Pour t égale pi sur 2, ça va faire sinus pi... ça va égal à faire... 0. Ouais. Donc là, Jn est constante. Donc si on se fait un petit résumé de la situation, on a que Jn est constante, on a que In à la même limite que Jn, on a réalisé que la limite de In c'était l'intégrale de Dirichlet, ce qui nous donne qu'en fait la valeur de l'intégrale de Dirichlet est en fait la valeur de Jn. Maintenant, il faut J0, quoi. Est-ce que J est constante? Probablement. Ou J1, je sais pas. En tout cas, un seul terme de la suite va nous suffire. On regarde le premier terme, J0. Oui, bah J0, c'est bon. On regarde donc J0 qui est égal à l'intégrale de 0 à p sur 2. Du coup, J0, on a pris une variable en n. On se retrouve sur sinus t, comme c'est joliment fait, sur sinus t, dp, c'est-à-dire à p sur 2, puisqu'ici ça fait 1. Et donc on se retrouve à intégrer 1 entre 0 et pi sur 2. Donc c'est une façon qu'on a la plus commune et la moins soumise à des conditions de trouver la valeur de l'intégrale de Dirichlet. D'accord. Donc I égale, on va quand même conclure, hein, faut l'encadrer quand même, celle-là. Voilà. Eh ben super. Voilà. Impeccable. Sur un tableau. Sur un tableau, oui. Bon, on passe aux questions directement, sans transition, Jean-Pierre. Allons-y. Le temps. Tu l'as trouvé dans quel... Je connaissais pas du tout cette méthode. C'est un nouvel ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle 30 développements pour l'agrégation, quelque chose comme ça. C'est avec 2 auteurs, mais bon. Pour étudier les références, je ne me rappelle plus le nom on trouvera de la jeune fille, mais c'est des agrégatifs qui ont très bien fini ces dernières années. Très bien. Bon, et donc, bon, alors, une première petite question. Là, quand tu as calculé sinus 2n plus 1t moins sinus 2n moins 1t, oui. Est-ce que tu connais une formule qui permet de conclure directement? Mais bon, maintenant, ça se perd, hein, ces formules-là. C'est-à-dire de passer de la différence au résultat final directement? Non. C'est sinus P plus sinus Q ou sinus P moins sinus Q. D'accord? On a une formule qui nous dit que sinus P moins sinus Q, c'est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2.
Oui, ce qui revient un peu à utiliser ces formules-là, mais en fait, tu l'as redémontré. Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie de tableaux, et encore maintenant, dans les lycées de prestige, nos lycéens savent ça, attention, en maths sup, maths spé, hein, c'est pas plus en terminale. Et avant, on savait ça, en première terminale. Même dans les écrits, oui. On voit que le correcteur attend qu'on connaisse la formule. Oui. Mais maintenant, la trigonométrie, c'est un peu... Je dirais pas que c'est en voie de disparition, mais du moins, c'est beaucoup moins usité qu'avant, quoi. Ouais, on peut le dire. Mais bon, déjà, on va savoir que sinus A plus B, c'est à sa cause. Non, mais tu l'as retrouvé, et puis voilà. Est-ce que tu peux énoncer le lemme de Riemann-Lebesgue et voir comment on peut l'adapter ici pour... oui. Du coup, ouais, c'est un peu ce que j'avais explicité ici, c'est que si on a une fonction, alors f qui est continue, intégrable. Donc oui, si elle est continue, parce qu'on va être sur un intervalle, je suppose. On est sur un segment, hein. Fini, voilà. En fait, on a que l'intégrale de 0 de f de t exponentielle, donc je vais garder la même nom de variable pour être cohérent, ist dt tend vers 0 quand s tend vers l'infini. Oui, alors tu sais un peu les idées pour le démontrer? Alors si on utilise quelque chose qui est cher à Riemann et aussi à Lebesgue, puisque les deux ont contribué à leur façon, je dirais lui horizontalement et lui verticalement au calcul de l'intégrale. D'accord. Donc on commence par la première marche pour monter, donc par des escaliers. Ils auraient dû faire des mots croisés. donc on utilise ce qu'on appelle des fonctions, des fonctions en escalier. Voir ce que certains appellent des indicatrices. Oui. Là, c'est en fait, ça se caractérise par le fait que sur un intervalle donné, la fonction est constante. Oui, alors donc on se ramène, bon pour les fonctions en escalier, on se ramène à la constante, et à la constante, on intègre exponentielle de IST. Donc on est ramené à ce que f de t soit une constante, donc il nous reste à intégrer l'exponentielle de IS de t, qui est exponentielle de IS de t sur IS. Sur IS, et donc S. Bon, d'accord. Donc pour les fonctions en escalier, c'est bon. Maintenant, quelle serait la chose à dire maintenant pour passer des fonctions en escalier aux fonctions, bon, on va dire continues? En fait, il faut avoir en tête que les fonctions continues par morceau sont limite uniformes de fonctions en escalier. Oui. Limite uniforme sur AB, parce qu'on est sur un segment, c'est là qu'on sert du fait qu'on est sur un segment fermé. Donc les fonctions continues par morceau. Oui, voilà. Donc c'est bien de savoir un petit peu les grandes lignes d'une preuve. Et après, voilà. Les fonctions d'escalier. Donc, comme les fonctions en escalier, bon, en fait, quand on va calculer cette intégrale de A à B et qu'on va regarder cette limite, on va passer de cette limite à f de t moins la fonction en escalier, plus la fonction en escalier, utiliser l'inégalité triangulaire. Les fonctions continues sont limite uniformes de fonctions en escalier. Donc, la différence entre la fonction en escalier et la fonction continue pour un ordre, on va dire, assez grand, peut être inférieur à un epsilon b moins a. Oui. Et comme ça, en intégrant, on obtient un epsilon de majoration. Et en utilisant le fait que la contribution par inégalité triangulaire, là, on prend une fonction qui est un escalier, là, la fonction qui est continue, et ça, on le rajoute à une fonction qui est un escalier. Donc ça, par convergence uniforme, on peut
le rendre à epsilon sur 2. Et ça, comme on l'a vu en première étape, constante sur l'intervalle. Il y a une petite inégalité triangulaire, faut mettre des petites valeurs absolues. On a, voilà. Donc, oui, voilà. Non, mais c'est bon. Mais des valeurs absolues là et là, voilà. Et puis, on a décomposé. En fait, on se ramène à la fonction continue grâce à la première étape de la fonction d'escalier. Le premier epsilon sur 2, ça vient du fait que exponentielle de IST, quand on prend son module, d'accord, il faut regarder le module de exponentielle IST. Alors évidemment, il va y avoir du B-A à multiplier, donc il faut prendre déjà, il y a du B-A. Oui. On va faire ce qu'il faut pour majorer cette différence-là, en fait, sur 2 B-A et l'autre B-A, et puis avec le fait que le module est... Comme ça, quand on va intégrer cette différence sur B-A, on a le B-A qui s'en va, on a une contribution qui est majorée par epsilon. Et là, on associe cette contribution-là. Avec B-A aussi. Non, mais c'est bon. Avec B-A. Et ça va. Est-ce que tu connais l'application principale du lemme de Riemann-Lebesgue à la théorie de Fourier? On n'a pas vu encore la théorie de Fourier. Bon. Non, après, ok, alors spoiler pour les noms. Ben justement, c'est que si tu veux, c'est comme ça que tu calcules les coefficients de Fourier en quelque sorte. Donc ça veut dire que si f, en fait quand f est L1, tu vas regarder les coefficients de Fourier, et ben tu sais que les coefficients, tu les appelles Cn, hein, donc ta série de Fourier. Alors tu sais pas toujours si la série de Fourier elle converge vers f, tu vois, mais ce que tu sais, c'est que la limite des Cn, c'est 0. Tu vois, tes coefficients de Fourier, forcément. Le coefficient de Fourier, c'est du type AN cosinus IST. Non, mais faut pas penser cosinus. Non, là, on oublie les cosinus. Justement, c'est ce qu'on essaye d'oublier. Quand on est dans exponentielle de IS, on profite du confort des complexes pour rester là-dedans. Donc, ce truc-là, ça va être le Cn le C-n en quelque sorte. Et du coup, ça va tendre vers 0, et après, si f est L2, alors on est encore plus content, parce que application aux séries de Fourier. Et c'est tellement lié à Fourier qu'on ne peut pas ne pas en parler, mais sauf si c'est parce qu'on veut pas spolier. Si dans les prochains épisodes à venir, on reviendra sur Fourier, éventuellement un développement sur Fourier, le noyau de Fégère, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Allez, merci. À bientôt.